Bonjour et bienvenue à cet épisode des Fallops. C'est une présentation évidemment de Eros et compagnie. Je suis en compagnie de Mélanie Couture, ma co-animatrice. Bonjour. Oui. Oh, allô les gens. Bonjour, Preach. Bonjour. Eros et compagnie qui vous offre 15% de rabais dans leur boutique avec le code FALLOP15. N'oubliez pas, vous pouvez acheter des jouets et des choses très agréables, dont un qu'on va vous montrer dans le segment de la boîte à cul un peu plus tard. Bon segway. En ce moment, on a une invitée. Oui. On a un invité avec nous notre invité, c'est la sexologue. Sexologue? Non. Oh non, on peut pas dire ça. Non. Non, volontairement, pas membre de l'ordre. Mais bachelière en sexologie. Bachelière en sexologie. Oui, tout à fait. Bachelière en sexologie, Catherine Goulet. Catherine Goulet. Se spécialise. Salut Catherine, tu viens d'apparaître à l'écran. Et tu te spécialises dans les douleurs sexuelles. Oui, puis en ce qui concerne mon titre professionnel, je me définis plus comme étant thérapeute en santé sexuelle. Mais oui, bachelière en sexologie est aussi une autre appellation possible. Oui. Pour ne pas avoir de problème justement avec l'ordre. Tu peux pas faire partie de l'ordre? Non, je ne veux pas faire partie de l'ordre. En fait, on rentre dans le vif du sujet maintenant? Oui, puis on viendra à pourquoi tu es en sexologie. C'est quoi ton cheminement? On va clairer l'histoire tout de suite. OK. Donc, en fait, je voulais, même avant d'entrer en sexologie, être sexologue, ce que je ne suis pas. Oui. Et lors de la deuxième partie de mon stage, il y a comme... Tu sais, des fois, dans la vie, quelqu'un te dit un mot, puis tu as comme un switch, un déclic qui se fait dans ton cerveau, puis tu changes complètement de direction que celle que tu avais prévue. Bien là, à ce moment-là, c'est ça. Il y a eu un mot, il y a eu quelque chose, puis je regardais le code de déontologie, puis je me suis dit non, je pourrais pas honorer ma mission, que je considère comme le début de l'incarnation de ma mission de vie, ce que je fais en ce moment. Oui. Puis, ben c'est là que j'ai décidé non. Je ne ferai pas partie de l'ordre. Parce que pour les gens qui ne savent pas, on rappelle que quand tu fais partie de l'Ordre des sexologues du Québec, pour être le plus neutre possible et intervenir de façon la plus neutre possible, tu ne peux pas parler de toi-même, tu ne peux pas parler de ton vécu, tu ne peux même pas dire ton orientation sexuelle. Donc, il y a quand même des termes qui sont très, très stricts, des choses qui sont très strictes au niveau du code de déontologie et c'est correct. Pour vrai, on a besoin d'avoir au moins un profil comme ça qui est sévère, mais des fois, ça ne fit pas dans la pratique que tu veux faire. Donc, toi, la pratique que tu veux faire, est-ce que ça demandait à passer par ton passage personnel à toi, dans le sens que est-ce que ça aide quand tu parles de ton passé ou comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dirigé vers la douleur sexuelle? Parce que c'est niché, là. C'est niché et j'aimerais en fait être encore plus niché, mais peut-être qu'on y reviendra. Ah oui? Là. Mais oui, c'est ça. Ça venait comme en contre-indication avec justement le dévoilement, l'autodévoilement de mon propre vécu sexuel. Et oui, bien sûr, j'en parle beaucoup. Je fais beaucoup de storytelling, notamment sur mon groupe privé Facebook, là où il y a plein de membres qui vivent aussi avec des douleurs sexuelles chroniques ou douleurs génitales hors de tout contexte sexuel chronique également. OK. Donc, est-ce que le chronique est bien important dans ta phrase en ce moment? C'est pas mal ma clientèle cible. Donc, les personnes qui ont des organes génitaux féminins et qui vivent avec ce type de douleur génitale hors ou en contexte sexuel durant 3 mois et plus. Donc, minimum 3 mois, c'est pas mal les personnes que j'accueille sur mon groupe. Parce que tu considères que c'est à partir de là qu'on travaille au niveau de chronique? Oui. Ouais, mon approche, justement, elle s'intègre bien dans la chronicité de la problématique. C'est quoi une douleur sexuelle chronique? Une douleur sexuelle... pour les personnes vivant avec un vagin, comme tu dis. Là. Oui. C'est avoir beaucoup de douleurs lors des rapports sexuels, que ce soit pénétratif ou non, parce qu'il y a des types de douleurs qui sont localisées au niveau de la vulve, qui ne nécessitent pas... Une pénétration nécessairement. Pardon? Il n'y a pas nécessairement de pénétration. Non, c'est ça. Tu sais, par exemple, du sexe oral pourrait faire mal au clitoris. Parce qu'il y a la clitorodynie aussi qui existe. Je suis aussi passée par là, oui, qui est un type de vulvodynie, vraiment localisée. Clitorodynie? Oui, il y a plusieurs appellations. Je pense qu'il y a clitoridynie, clitorodynie, mais là, c'est les deux qui me viennent en ce moment. Là. Ça, c'est juste tu fais partie, c'est dans la ville et la région du clitoris. Sinon, tu as juste mal. Oui. C'est une appellation contrôlée. Ça sonne un peu aussi comme un nom de magicien. Houdini, clitorodini, Venodini. Gotcha. Quelque chose de très... Oui. Mais tu sais, c'est pas de la magie, là, Carlis. Quelque part, à un moment donné, tu fais comme on réglera pas de la magie. L'appellation, j'étais comme, on dirait que c'est un vin contrôlé.
Si C'est c'est vrai, pas dans la l'opération région contrôlée. de Champagne, ça s'appelle pas comme ça, là. Fait que déjà de la vulvodynie puis de la clitoridynie, il y a des gens qui ont aucune idée c'est quoi. Il y en a qui font j'ai mal quand il y a quelqu'un qui me pénètre, mais ils ont même pas la connaissance que les douleurs sexuelles peuvent être au niveau de la vulve et du clitoris. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est quoi, pas qu'est-ce qui se passe quand ils ne savent pas, là, mais c'est quoi de la vulvodynie puis de la clitoridynie? Ben c'est ça. Il y a plusieurs types de vulvodynie. La plus commune étant, puis accrochez-vous bien, déjà, si vous trouvez le mot clitoridynie drôle, là, ou un peu loufoque. Déjà. La plus commune, c'est la vestibulodynie. Ah oui, le vestibule qui... Ça vous dit quelque chose? Oui. Ben, je veux dire à cause du mot vestibule, là, mais c'est ça. Je pourrais pas dire les... Fait que c'est vestibule, ça sonne comme une entrée. Oui, c'est... Voilà. ce que c'est. C'est l'entrée vaginale. Okay. Donc, la partie où je pourrais dire, comme ici, tu sais, ici, comme la fourchette vulvaire, là, juste avant l'orifice. L'anus est en bas ou en haut? En bas. Non, l'anus est en bas. L'anus est en bas. Okay. Anus, fait que ça, c'est l'ouverture périnée, vestibule. OK, parfait. Oui. All right. Donc, fait que ça, le vestibule ici, des fois, il est... Oui. Cette justement, petite peau-là, qui est un peu flexible à la fourchette vulvaire, ben, il peut y avoir beaucoup de tissus inflammatoires. OK. Donc, les études ont découvert que lorsqu'il y a l'opération, la vestibulectomie, donc on enlève le vestibule au scalpel, si je ne me trompe pas, ils ont découvert qu'il y a vraiment des tissus inflammatoires. OK. Donc, il faut trouver aussi une manière de réduire ou même de stopper cette inflammation. L'inflammation-là, parce que même si c'est pas un muscle puis ça a l'air d'une petite peau molle, s'il y a des tissus qui s'inflamment, ça peut faire de la douleur au toucher à peine. Là. Mais il y a beaucoup de nerfs dans cette zone-là. Là. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans la zone génitale. Oui. Donc, c'est sûr, ça joue sur la douleur, bien sûr. Fait que finalement, que ça soit au niveau du vestibule, au niveau du clitoris, au niveau de la vulve, c'est toute la même condition. C'est toute la même affaire qu'il y a de l'inflammation qui se crée, t'as mal, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Bien, en fait, l'inflammation, tu sais, c'est une des causes potentielles. Il peut y avoir d'autres causes aussi à la douleur. Tu sais, une personne qui a eu une opération au niveau abdominal, ça peut jouer sur ses muscles pelviens. La récupération qu'ils ont pu avoir suite, post-chirurgie. Genre une césarienne? Genre le planche. Oui, césarienne. Il peut y avoir des adhérences myofaciales qu'on appelle. C'est quoi ça? Les fascias, OK. Dans le fond, ça... Moi, je connais le fascia en dessous du pied, j'ai un problème avec. Mais je sais pas c'est quoi au niveau de la vulve. On parle de facile plantaire, là. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. Mais c'est pas le fun, fait que j'imagine là, ça doit pas être le fun non plus. Non, ben, tu sais, là, c'est pas... on est hors champ un peu parce que c'est pas 100% mon domaine, mais ce que je sais, c'est que les fascias, en fait, c'est comme une toile d'araignée. C'est comme une membrane. OK. Aussi flexible qu'une toile d'araignée, solide aussi, qui tient tout ensemble, nos os, nos ligaments, les nerfs. C'est comme, ma massothérapeute, elle me disait que c'était comme, tu sais, quand tu as une poitrine de poulet, là, des fois, tu tires un genre de truc transparent par-dessus, là, qui est la membrane. Elle dit c'était ça. C'est ça. Fait qu'on a ça... Oui, ça a l'air que si on n'avait pas ça, on marcherait, nos os tomberaient là, partout. Là. C'est vraiment fait pour tout tenir ensemble. Parfait. C'est agréable juste pour l'Halloween. Mais sinon, pas le fun. Mais sinon, c'est l'estimant. Fait que, donc, il y a tout ça qui peut... L'inflammation, puis là, tu disais le fascia... Il y a de l'inflammation aussi qui pogne là-dedans ou c'est que... Bien, c'est des adhérences. Quand il y a des adhérences myofasciales, ça crée comme une contrainte tissulaire. Oui. Donc, les muscles, tu sais, ils sont influencés aussi par la qualité des fascias qu'on a. C'est là que les massothérapeutes utilisent des suction cups, là, tu sais, des coupoles. Puis, tu sais, mais là, à un moment donné, c'est chaud, puis ils te l'enlèvent, puis là, tu as un bleu. J'imagine que c'est pas ça que tu peux faire au niveau de la vulve, là. Les ventouses, là. Oui, les ventouses, c'est ça, exactement. Mais ça, je connais pas beaucoup, là, mais je sais que ça peut comme défaire des nœuds, des contractures musculaires. Ça vient comme détendre, là. Ça décolle le fascia pour t'aider un coup. OK, ça décolle le fascia. Aussi, OK. Bon. Mais j'imagine que tu peux pas faire ça là. C'est quoi, c'est... Ben, moi, je conseillerais pas, mais en même temps, je suis pas un professionnel. Il faudrait demander... À moins que tu aies des pratiques sadomaso, mais encore là, ça pourrait être dangereux. Il faudrait y penser. C'est ça. Fait que ça, c'est des genres de problèmes que tu sais qui existent en dehors même du vagin. Oui. Puis là, l'intérieur du vagin, on parle de... Dyspareunie quand c'est des douleurs à l'intérieur, vraiment lors de la pénétration.
Il peut y avoir de la dyspareunie profonde et de la dyspareunie superficielle. OK. Donc, la dyspareunie superficielle se localise plus à l'entrée vaginale, justement. Et dyspareunie profonde, c'est souvent ce qu'on retrouve chez les personnes qui vivent avec de l'endométriose ou de l'adénomiose. OK. Donc, c'est plus en profondeur. On parle du col utérin, le fond du vagin, un peu cette zone-là. Fait que c'est des gens qui ont déjà des douleurs physiques à la base, quand c'est profond, puis comme tu parles voyons, tu viens de le dire, les gens qui ont des douleurs parce qu'ils ont des caillots pas à bonne place, là. Des caillots de sang. Tu viens de le dire. Endométriose. Endométriose, Oui. c'est ça. Fait que quand tu as déjà ça, tu es plus propice à développer une douleur Oui. au niveau du vagin plus loin à l'intérieur. Oui, c'est pas toutes les femmes qui ont des douleurs sexuelles qui ont de l'endométriose, mais quand même une bonne proportion. OK. Est-ce que dans ton travail, est-ce que tu as réalisé que les femmes endurent beaucoup avant de te consulter? Oui. Oui? Oui. Puis est-ce que ça l'empire la situation, puis il faut que tu travailles encore plus fort pour revenir? Ou c'est dans le sens que tu conseilles-tu aux gens d'arriver bientôt, quand ça commence, ou quand ça fait 3 mois, comme tu dis, si possible, de prendre ça en main le plus vite possible, j'imagine? Oui, mais c'est sûr que la prévention dans tout ce qui concerne la santé sexuelle, c'est toujours de mise. Ouais. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que il y en a qui tardent à le dire à leur partenaire. Qu'ils ne le disent pas, puis qui font comme « Ah, ben je vais endurer la douleur, je ne dirai pas, je ne sais pas comment il va réagir. » Puis bon, il y a toute la rumination mentale qui se joint à ça. Dans le fond, c'est ça. Lorsque les femmes, parce que c'est surtout des femmes là, avec qui je travaille, continuent d'avoir des rapports douloureux, sans intervention, sans... Oui, c'est ça, en endurant ça, puis en pensant peut-être, OK, ça va partir, tout ça. Ça va passer. Ça va partir comme c'est venu, peut-être, dans leur tête aussi? C'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est pas dans leur tête, là. Ça, c'est une chose aussi que les médecins ont tendance à dire. Moi aussi, je passais par là de me faire dire que c'était dans ma tête. Non, ce que je veux dire, c'est que, étant donné que c'est apparu peut-être du jour au lendemain. Peut-être que dans leur tête, ils se disent ça va disparaître du jour au lendemain. Okay. Fait qu'ils essayent de donner une chance. Mais effectivement, on va en parler de que le monde, quand ils pensent que c'est dans ta tête. OK, oui, excuse-moi. Non, sans problème. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont l'espoir que ça va partir un peu comme c'est venu. Mais non. Souvent, ça va alimenter même la douleur parce que là, on peut embarquer dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la douleur. Ben, t'ajoutes un stress. Ben, c'est un stress physique. Un stress physique. C'est un stress physique. Une douleur que tu as, puis ce stress-là peut t'amener plus de douleur. Non, mais c'est parce que le corps aussi, à un moment donné, il répond à ta douleur. Oui, s'il n'a pas aimé ça la dernière fois, il ne va pas faire « je te laisse rentrer free bono ». Si toi, tu ne réponds pas, ton corps va répondre pour toi. Là. Ben oui, c'est ça, exactement. Parce que probablement, tu sais, moi, pour avoir entendu un récit à un moment donné, la femme me disait, il faisait couler mon bain. Puis je serrais comme tellement fort. Mon vagin serrait tout seul, super fort. T'as l'anxiété de... Juste parce qu'il faisait couler mon bain, puis je savais qu'est-ce qu'il voulait, puis qu'est-ce qui s'en venait, puis toute la patente. Fait que ça... Je contrôlais pas ça là, dans ma tête. Là. Ça se passait tout seul. Là. Fait que j'imagine que ton corps a une mémoire que toi, t'as pas, puis qui fait comme, ben 100%. Non, je te laisserai pas te faire mal une autre fois. Tu sais. 100%. Le corps n'oublie rien. Que ce soit un traumatisme physique, que ce soit un traumatisme mental. Tout dépend de la réaction aussi qu'on a eue face à cette première expérience douloureuse-là. Ouais. Parce que si on la catastrophise, la peur s'ensuit, l'anticipation. Et là, ça vient tout nourrir. À un moment donné, la réponse sexuelle est affectée par le manque de lubrification. Parce qu'il y a de la peur, il y a de l'anticipation, la peur d'avoir mal. Ça, les femmes ont beaucoup de difficultés à se défaire de ça. Oui. Puis à la base, le lubrifiant, c'est pas un automatisme non plus. Fait, ça se peut qu'il n'y en ait pas autant que tu veux, mais que si tu n'es pas consciente de ce qui est en train de t'arriver, tu n'utiliseras pas le lubrifiant. Mais quand tu es consciente de ce qui t'arrive, tu vas prendre les outils pour pouvoir t'aider là-dedans. Là, toi, tu as les connaissances, tu sais c'est quoi les différentes douleurs qui sont reliées à la sexualité par rapport au vagin puis à la vulve. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir savoir c'est quoi puis à vouloir aider le monde par rapport à ça? Bien, c'est sûr, c'est mon propre vécu personnel. Là. Je veux dire,
C'est juste un bon indicateur. Dans le fond, un facteur de risque super commun qui prédispose au vaginisme. Je ne sais pas si est-ce que les gens, votre audience, sait un peu. On va l'expliquer. Non, tu peux expliquer. Mais oui. OK. Le vaginisme, donc, c'est une réaction réflexe musculaire avant une pénétration, que ce soit une insertion d'un tampon, un jouet sexuel, un doigt, un pénis, un dilatateur, name it, OK? Ou des fois même à l'idée, comme je disais, la fille qui faisait couler son bain, à l'idée d'avoir une pénétration. Oui. Vraiment, le vaginisme, c'est caractéristique juste avant la pénétration. Il y a vraiment... On s'en rend même pas compte, en fait. OK? Moi, adolescente, je savais même pas que j'avais des muscles vaginaux, là. Ah, ben oui. Je comprends qu'adolescente, mon Dieu, qu'on n'en disait pas des affaires, là. Dans les années 90, l'éducation sexuelle laissait un petit peu à désirer. Oui. Hein, elle n'est pas comme aujourd'hui. Oui, il n'y avait pas ça dans le FPS. Non. Section vaginiste, c'est jamais ça, ce cours-là. J'ai appris plein de nouveaux mots. Mais oui, c'est vrai, parce que moi, je suis de la génération FPS aussi, puis il y a un paquet qui n'a même pas eu ça, là, fait qu'imagine. Je me rappelle, détermination, persévérance, ténacité, je l'ai appris en FPS. En FPS? Ben, ça devait pas être le volet sexuel, sinon c'est louche en vierge. Ça devait être dans le choix de carrière. Oui, je pense que oui. Qui disait, tu peux devenir soudeur. Le ECC. Oui. Fait que c'est ça, c'est de ma propre expérience. Déjà, moi, j'étais très sportive. Je jouais beaucoup au soccer. Puis, j'étais pas capable d'insérer de tampon. Donc, jouer avec des serviettes, là... Ouais, non. Ah, oui, je comprends. Ben oui. Serviette sanitaire en faisant de la course. Non. Fait que tu voulais, là. C'est pas que tu voulais pas, tu le voulais. J'ai passé une boîte de tampons complet à essayer. À tester, puis, tu sais, ce qu'on peut ressentir après ça... T'es-tu fait pogner avec les os bons soins? Ceux qui n'avaient pas d'applicateur au début. Les os bons. Oui. Tu te souviens-tu de ça? Oui, tu l'as dit. Je sais pas si c'est ça. Ils se vantaient d'avoir pas d'applicateur puis être bon pour l'environnement. Fait que c'était vraiment juste... Le coton. C'est toi qu'il fallait qu'il aille te le pousser à l'intérieur avec ton doigt. C'est super intéressant ce que tu dis. Je me rappelle pas. Bien sec, là. Oui, bien sec. Bien. oui. Non, mais pas de glissage. Il n'y avait rien là, pour t'aider. Là. Ça, je pense que ça aurait été ton cauchemar. Pour vrai, là. En fait, je vais vous dire quelque chose de surprenant. Moi, j'ai commencé à en apporter vers peut-être 33 ans, quand j'ai été capable. OK, quand même. Ça a pris du temps, du secondaire à 33 ans. Oui, le vaginisme a duré tout ce temps-là. Ouf, ça devait pas être le fun pour le reste? Oui. On pourra en parler, le reste. Mais oui. Puis, dans le fond, moi, ce qui m'a aidé, justement, c'est de ne pas avoir d'applicateur. Je sentais que j'avais le contrôle. Puis, je pouvais prendre mon temps, au lieu qu'il y ait quelque chose qui pousse, puis que tout d'un coup, ça fasse pop! Tu sais, que ça sort trop. Parce que ça me surprenne. Corrige-moi. Parce que le vaginisme, c'est quoi? C'est-tu mental? C'est-tu... dans ton subconscient que là, ça fait que il va y avoir une contraction quelconque qui fait en sorte que tu peux pas insérer? Ben, tu sais, c'est parce que il peut avoir plusieurs causes potentielles. La personne peut avoir vécu de l'inceste ou des agressions sexuelles ou une seulement. Elle peut avoir eu une éducation où la sexualité était super taboue et que dès qu'elle se faisait pogner à faire des découvertes sexuelles, mettons à 5 ans, tout à fait normal pour le développement de l'enfant. Elle se faisait chicaner. Mais comment tu penses que le subconscient, l'inconscient enregistre tout ça? Ah, c'est pas bien, c'est sale. Je suis pas correcte de faire ça. C'est la zone du péché. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est une des causes potentielles. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai grandi dans une éducation comme celle-là. Très stricte par rapport à la sexualité. Oui. Comme, OK. Oui. Même jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence. Oui. Puis, dans le fond, ce que je voulais en venir c'est que... Alors, j'ai perdu mon idée. Non, c'est pas... En fait, la question que je posais, c'était... Lui, il a demandé le vaginisme, est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est dans ta tête? Ou c'est, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe avec le contrôle du tampon qui fait en sorte que c'est différent? L'autre chose, le vaginisme, c'est que ça peut vraiment juste provenir d'un dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien, OK? Si je peux me permettre une petite anecdote. Bio, là. Biologique all the way. Juste biologie, là. Je vais vous montrer, je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai rencontré une autre femme qui avait le vaginisme, c'était dans un bar. Moi, j'adore beaucoup le métal, fait que c'était une soirée métal. Fait que
T'en fasses pas avec, me semble. Ouais. Ah ouais? Ben, Moi, je suis pas tant surprise. Ben, sais-tu quoi? J'ai des racines celtiques puis vikings, puis c'est sur la musique sur laquelle je triple le plus. Ben voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis, dans le fond, elle m'a avoué ça de même. On se connaissait pas. Elle me dit, ah ouais, ben moi, je suis pas capable, là, pénétration. Je suis comme, OK, ben moi aussi. Je suis comme, là, j'ai tellement... Tu sais, moi, je suis une hypersensible, fait que j'ai comme réagi, j'avais les larmes aux yeux, j'étais super émue, j'étais comme... Oh, rajoute l'alcool avec ça, là. C'est encore plus émotif. Je suis pas toute seule. Non, c'est ça. Oui. Je suis pas toute seule. Puis elle disait avec tellement de détachement, puis elle disait, ben moi, j'en parle à mes amis, à mes partenaires, pas de problème. Elle avait comme pas de honte. Elle avait pas la honte que moi, je portais. Ah, parce Très que lourdement. c'est pas la même. Probablement que la cause était pas la même. Non, c'est ça. Mais toi, ta honte, elle vient de l'éducation. Fait que tu l'as porté longtemps en plus. Là, de l'éducation et du vaginisme. Et tu l'as accumulé, là, les strates de honte. Fait que j'imagine que ça aide pas du tout là, à jaser de ça à une inconnue dans un bar un peu pompette. Ouais. C'était une drôle de... Ouais, puis écoute, on est encore en contact aujourd'hui. Là, c'est devenu une amie. C'est une rencontre déterminante dans ta vie, là. Ben oui, ben pour elle aussi, parce que j'ai dit, écoute, je pense que tu devrais aller consulter en rééducation périnéale et pelvienne. C'est ce qu'elle a fait et no more problem. Ça va, là. Ça, comment ça, toi, tu savais que ça existait avant qu'elle te parle qu'elle vivait ça aussi? La rééducation périnéale et pelvienne? Ouais. Ben, genre le soir même du bar que tu as dit ça? Oui, oui. Okay. Ben, parce que j'avais déjà quelques connaissances que j'ai appris vraiment tard. Tu sais, quand les médecins me disaient « Ah, va en physiothérapie, mais t'as comme 20 ans, t'es comme... » Puis t'as été très j'ai sportive. pas mal aux genoux. C'est ça, tu sais, je comprends pas. Ouais. J'étais allée en voir une fois pour des crampes au mollet. Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis en plus, tu le sais, t'es dans une salle qui a 8 lits allongés un à côté de l'autre. Tout le monde fait ses exercices avec des ballons. Tu fais comme voir qu'elle va me jouer dans le vagin. C'est ça, là. Non, c'est comme dit, c'est quelque chose qui... Ça a pris du temps avant que je comprenne que c'était une profession qui existait, là. Quand les médecins disaient physio, ils me disaient pas rééducation périnéale et pelvienne. Non. Fait que, tu sais, quand t'as jamais eu d'enfant, tu comprends pas. Tu comprends même pas que t'as des muscles pelviens, puis c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur fonction? C'est vrai. Ben, il soutient aussi la fonction sexuelle. Oui. D'ailleurs, si jamais vous êtes curieux, les gens, on a un épisode avec une physiothérapeute qui est rééducatrice au niveau du pelvien puis tout ça. Je pense qu'on l'a fait en temps de pandémie live. Fait qu'allez checker dans nos vidéos live. Puis c'est assez intéressant si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. C'est quoi son nom? D'abord, ça fait 4 ans. Faudrait que je retourne voir. Tu peux aller voir vite. Tu peux aller voir vite durant le temps que je jase avec Catherine. J'en connais quelques-unes. Ouais, fait que elle habite Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense, en tout cas, peu importe. Et fait que c'est ça. Fait que là, toi, tu lui as conseillé d'aller voir quelqu'un. Ça a fonctionné pour elle. Est-ce que toi aussi, c'est par là que tu es passé? C'est-tu ça que tu es allé voir quand les médecins te disaient va voir ça? Parce que là, on va rentrer dans le corps médical par rapport à ça. Là. Oui. Comme l'expérience face au corps médical de toi, il y a peut-être quelques années. Là, je sais pas si t'es dans le sens que il y a 25 ans n'est peut-être pas aujourd'hui, à moins que tu sentes avec ta clientèle que c'est resté pareil. Ça se peut. Ça ressemble à quoi en ce moment? Bien, là, il y a une double question, en fait, dans ta question. Tu as commencé en me disant si moi, j'avais réglé ça comme ça en physiothérapie? Oui, parce que si tu l'as envoyé, ton ami, voir cette femme, une femme qui fait de la rééducation, est-ce que toi, tu étais passé par là pour faire ça? Pas du tout. Moi, c'est vraiment un parcours hors du commun. Moi, je suis tout le temps l'exception à la règle partout. Oui, là, je suis habituée. Mais non, moi, c'est avec mon conjoint actuel que j'ai réglé ça sans aide professionnelle. On y est allé par exposition graduelle. Un petit doigt, son petit doigt, un autre doigt, le bout de son gland, le pénis. Je veux dire, même moi, j'étais surprise. Là. OK, mais c'est comme un peu... tu sais, il y a des kits de dilatation qui... C'est un peu le même principe. Oui. Oui, parce qu'ils font le plus petit, le moyen, le plus gros, jusqu'à temps que ça ait l'air d'un pénis régulier. Là, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas de conjoint et qui veulent le régler. Oui, mais la différence, c'est que c'était excitant. Donc, c'était une nouvelle relation. J'avais beaucoup de désir pour lui, puis je voulais le faire pour une fois, pour moi, enfin. C'est de la compréhension aussi. C'est fait dans la compréhension, pas dans la pression. Oui, 100%. Il voulait m'aider, il voulait m'accompagner là-dedans, puis ben ça a fonctionné. Puis, tu sais, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, vit avec du vaginisme, s'il te plaît, fais pas ça. Tu sais, c'est comme moi, c'est juste peut-être même un coup de chance, la chimie qui était là, qui a fait que ça a fonctionné. Mais s'il vous plaît, comme même les mamans qui nous écoutent, qui ont des ados, qui ont des organes génitaux féminins, puis
si vous les prenez en train d'essayer de mettre des tampons, puis elles vous disent en pleurant, je suis pas capable. Ça me fait mal. Allez, référez-la à une physio. Allez avec elle, là, en rééducation périnéale. Ouais. En rééducation périnéale. Ouais. Ça va changer sa vie, là. Mais ça a l'air d'être une solution, mais toi, parce que... OK, je vais revenir au médecin plus tard parce que là, je vais avoir le filon qui a rapport avec ça. Mais toi, tu fais quelque chose... Oui. Je veux dire, c'est ça ton travail, d'aider les gens. Oui. Fait que tu fais pas juste « Allô, ça va bien? » Oui, je te réfère à une physio en rééducation périnéale. Fait que toi, ton apport dans ça, c'est quoi? Comment tu l'as développé? Oui, outre faire des références là, vers d'autres professionnels, ce qui est complémentaire, bien sûr, à ma pratique. Dans le fond, je travaille le mindset, je travaille à développer l'autocompassion. OK. L'affirmation de soi. Je remarque que beaucoup de femmes qui ont des douleurs chroniques sexuelles ont de la misère à s'affirmer, à établir leurs limites. Oui. Il y a des enjeux au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, comment prendre sa place aussi dans sa relation. Oui. Puis, tu sais, moi-même, j'ai eu ce parcours-là récemment. Je mets de plus en plus mes limites. Je revendique des choses pour diminuer le stress, enlever des facteurs de stress dans ma vie aussi. Donc, je walk the talk, là. Bien, je comprends. Fait que toi, tu t'occupes de ce qui se passe dans la tête qui pourrait nuire à la rééducation, mettons, du physiothérapeute. Bien, ça, c'est juste une partie. Si je veux continuer, il y a aussi l'aspect faire des exercices qui peuvent aider, hein, les massages vulvaires. Est-ce que toi, tu les fais ou tu enseignes comment les faire? J'enseigne comment les faire, mais de préférence avec aussi une physio. C'est-à-dire que moi, j'adopte vraiment une approche multidisciplinaire, une approche globale. Donc, si la personne ne sait pas du tout de quoi je parle, elle n'a jamais consulté en physio, là, je vais lui dire, va d'abord faire une évaluation, puis la physio va te donner des exercices à faire, puis après, je vais t'accompagner là-dedans parce que moi, je sais à quoi ça ressemble. Je comprends. Je le sais. OK. Ouais. Fait que tu peux l'accompagner, puis c'est pas juste dans la méthodologie, mais aussi avec la compétence par rapport à la sexualité. Oui. Puis un enjeu hyper important que je vois chez toutes mes clientes, la difficulté notable à gérer son stress. OK? Stress, là, plancher pelvien qui fait... OK, automatiquement. Il y a des études qui ont montré ça. Là, oui, mais quand tu es stressé, c'est pas nouveau. Là, juste te serre. C'est comme mode survie, un autre te court après, tu vas contracter ton plancher pelvien pour. Tu sais, il va s'engager pour que tu puisses t'enfuir. Ouais. Mais oui, pour que tu puisses courir ou fight or flight. Là. Oui, le plancher pelvien, il couvre beaucoup. Là, il couvre des fesses. Du pubis au coccyx. Du pubis au coccyx, tu sais. Puis moi, je me souviens, j'ai eu une injection de cortisone dans le pied, ce qui est vraiment douloureux. Là. C'est pas super agréable. Puis il m'a dit, à un moment donné, est-ce que ça commence à aller mieux? Parce qu'une fois qu'il est à l'intérieur, tu sais, c'est moins pire. Tu sais, comme une fois que le gars est rentré, c'est moins pire. Puis là, j'étais comme, le trou de cul vient de m'ouvrir, fait que ça doit être moins pire. Mais je m'étais rendu compte qu'il était serré de même tout le long, tu sais, puis j'essayais de garder mon pied mou, mais c'était comme, faut pas que tu bouges, sinon le gars, il va casser. Puis là, j'étais comme, tout était au niveau du pelvien. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment senti comme un frein Jacob, là. Décompressé. Oui. C'est ça. Fait que là, j'ai comme fait, oui, c'est ça. T'as downshifté du cul. J'ai downshifté du cul. C'est ça qui s'est passé. Bravo. J'ai downshifté du cul. C'est une chose qui arrive. Oui. Tu sais, c'est la même affaire quand t'as des contractions puis que t'es en train d'accoucher. Tout veut se serrer en même temps. Tout, je veux dire, comme, ça se serre là, ça se serre là. Puis, tu sais, plus tu serres avec, puis moins c'est efficace. Fait qu'il faut que tu essayes de laisser ça aller, puis que tu accueilles la douleur et que tu sais. Fait que moi, je accueille la douleur. Oui, c'est ça. C'est très sectaire, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, je suis très d'accord. Accueille la douleur. Fait que tu sais, t'as le choix de faire comme... Très sec, je sais bien, mais tu as le choix de faire comme... Ah! Ou de faire comme... Tu comprends? C'est pas... Oui, mon chum m'a fait la même face. Il comprenait. Je t'entends. Fait que j'imagine que ce stress-là, quand il se manifeste, puis qu'en plus tu dis qu'il se manifeste rapidement dans les muscles pelviens, ben si
t'es stressé pendant, si t'es stressé de ton horaire, si t'es stressé de ta job, si t'es stressé de tes enfants, si t'es pas capable de gérer ton stress. Ça marchera pas, là. Tu sais, puis il y en a qui font comme, mais oui, mais justement, venir, ça déstresse. Tu sais, tu devrais faire l'amour, ça déstresse. Ça doit être intense de se faire dire ça quand t'es quelqu'un que c'est l'inverse, là, que de faire l'amour te stresse, tu sais. Ouais. Oui. Ben, en fait, avoir des... Tu sais, on pourrait faire ça en solo aussi. Juste avoir des orgasmes, ça détend vraiment les muscles du plancher pelvien. Oui. Fait que ça leur donne un petit break. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, pour venir à ce que tu disais tantôt par rapport à l'accouchement, tout ça, la douleur, que moi, j'ai pas... Je suis ce qu'on dit une femme nullipare, là. J'ai jamais porté, j'ai jamais accouché. Nullipare. Je trouve que ça sonne un peu... Pas nulle part, mais nullipare. Tu sais, comme un nénuphar. Comme, je n'ai pas eu d'œuf. J'ai jamais entendu ce mot-là. Non. Nullipare. Mais c'est pas un beau. Je trouve pas ça beau. Bon, on dirait qu'il te manque quelque chose. T'es nul. Non, il manque rien, moi. Mais non, mais c'est ça, là. Non, mais je veux dire, comme, exactement, il y a plein de monde qui décident de pas en avoir, puis, mais nullipare, je trouve ça. Nullipare. C'est pas un beau mot. Donc, mettons que. Moi, j'ai jamais accouché, mais toi, je crois que oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'elle veut dire aussi par accueillir la douleur, c'est que ne pas être en résistance parce que, comme tu disais, c'était comme ça, t'as plus de chances de te déchirer. Ouais. Tu sais, comme si t'es pas détendu, t'as plus de chances de déchirer. Ouais. Donc, il faut. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là d'être peut-être en pleine conscience puis de dire la douleur est là, je l'accepte. Mais pour que tu dilates, pour arriver à 10, c'est ça que ça te prend. Pour prendre le temps de respirer aussi, pas juste d'expirer. Non, c'est ça. C'est très viking, mais c'est pas super bon pour, c'est pas super bon pour l'accouchement. On pourrait dire très métal aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que l'accompagnement que tu fais avec les femmes par rapport au... Tu sais, mettons, là, tu dis oui, l'orgasme aide à détendre. Mais l'orgasme qui, on le sait maintenant, au niveau du clitoris, ben il y a plein de monde qui ne l'obtiennent pas de toute façon par la pénétration. Effectivement. Mais quand ton problème, c'est d'avoir des douleurs au clitoris, ça devient compliqué, là, de relaxer. Fait que ça demande, tu sais, comme comment tu le travailles. Il y a une douleur au clitoris sans même avoir une pénétration. Non, oui, je passais par là, moi. C'est ça. Fait que... là, il n'y a pas de dilatateur qui peut aider là-dedans. Là, c'est pas le dilatateur. Là, fait non. Comment... Ouais. Pas de stimulateur clitoridien non plus, ça peut juste empirer. En fait, ça peut... Moi, ça a été un facteur de risque, l'utilisation trop forte de stimulateur clitoridien. Donc, ça a comme hyper sensibilisé encore plus mes nerfs. OK, au lieu de les désensibiliser, tu sais, quand le monde nous dit non, plus fort tu vas en utiliser, puis plus fort tu vas être obligé d'en utiliser. C'est comme de la sauce piquante, ça, là. Tu sais, qu'à un moment donné, tu ne sentiras plus rien. Toi, ça a fait l'inverse. Oui, il était comme surstimulé plus que ce qu'il pouvait prendre de ce que je comprends avec marcher était désagréable, genre? Oui, mais ça, c'est une autre pathologie aussi qui m'a fait mal juste en marchant. Ça, c'est autre chose, c'est la vestibulodynie. Voyons donc. Oui, non, j'ai tout un historique, là. OK, si je peux résumer, juste en un mot, pas en un mot, mais en une phrase avec plusieurs appellations de pathologie, vaginisme, vestibulodynie mixte. Il y a 3 types de vestibulodynie, provoquée, spontanée, mixte. Donc, moi, c'était mixte. J'ai encore la version provoquée parce que mes muscles sont... Depuis un épuisement professionnel, mon corps s'est jamais relâché, en fait. OK. Fait que mes muscles, de tout mon corps, sont tendus. OK. Fait que... Puis, ça a l'air de rien, mais les mâchoires, comme moi, je dors avec les mâchoires super serrés. T'as un mouthpiece, faut que je porte une gouttière, c'est ça. Mais c'est très connecté au plancher pelvien. Oui, j'entends. Le diaphragme ici respiratoire est très connecté au plancher pelvien, la cage thoracique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand le plancher pelvien est dysfonctionnel, comme il est au centre du corps et que tout est attaché, tout est connecté dans le corps, tu peux avoir des conséquences le haut du corps, mais aussi dans le bas du corps, pas seulement le milieu. Fait que c'est vraiment chiant pour ça. OK, je comprends. Mais là, toi, tout ça, t'as rattaché les pièces du puzzle, mais le premier réflexe que les femmes ont quand ils ont de la difficulté, c'est de parler à leur gynécologue. Tu sais, mettons que tu es en train de faire le pap test, puis tu es déjà là d'aller au pap test, peut-être que c'est ta mort, puis tu veux pas aller là. Fait que tu dis non, je peux pas faire de pap test, j'ai toujours mal. Ben là, oui, mais là, il faut quand même, regarde, je vais prendre le petit spéculum au lieu du... Puis là, tu sais, comme... Fait que, tu sais, il doit avoir des histoires d'horreur ou de mauvaise compréhension ou de... Fait qu'il... J'ai encore vécu ça. Des violences gynécologiques, oui. Oui, fait comme, dans le sens que comment qu'on fait pour identifier
qu'est-ce qui est de où je peux mettre la limite, mettons, avec un médecin, puis faire comme... Je le sais, qu'est-ce que je suis en train de vivre. T'sais, c'est un problème, dis-moi pas que c'est dans ma tête, mettons, ou dis-moi, parce que je me dis, comment on fait pour protéger les madames de ça? T'es la plus informée dans ma tête que j'ai rencontrée de ma vie par rapport à ces affaires-là. Fait que on les guide comment, ces femmes-là qui ont eu mal, puis que les premiers réflexes, ça a été d'aller chez leur gynécologue, parce que... Ben, tu sais... On n'est pas très renseignés sur nos droits au niveau médical, tout ça, quand on va consulter. Non, effectivement. Moi, à un moment donné, j'avais une fissure vulvaire, puis je savais que s'il insérait un spéculum, ça allait ouvrir encore plus la fissure. J'avais super mal. Fait que je lui ai juste dit, puis lui, il était expert en douleurs sexuelles et douleurs vulvaires. Okay. Fait qu'il a compris. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, je veux pas que vous insérez quoi que ce soit, parce que regardez, ici à droite, j'ai une fissure. Je me suis coupée, je sais pas quand. OK, je me suis coupée en m'épilant. OK? Ben voilà, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Je me suis accrochée. Je me suis accrochée parce qu'il n'y avait pas de poils. Accident de job de body. Ça arrive. Mm-hmm. Fait que, tout simplement, puis c'est arrivé une fois, puis j'ai dit non, aujourd'hui, on n'insère rien pour... Ça peut être une brûlure, ça peut être n'importe quoi. C'est ça, puis il a tout à fait compris, puis juste comme vérifier à l'externe, voir comment mes muscles réagissaient, puis j'étais correct, j'étais comme détendue à ce moment-là. Fait que tu sais, il y a juste de nommer ses limites. Mais encore là, ça fait partie aussi de mon travail de les motiver, de les amener à justement les nommer, ces limites-là. Que ce soit avec leur partenaire, que ce soit avec leur médecin, leur gynéco. C'est tough avec un médecin parce qu'on nous a tellement enseigné. Bien, premièrement, là, je vais remonter à loin, là, mais tu sais, on est issu d'une culture où est-ce que c'est les hommes qui nous apprenaient la sexualité. Parce que, tu sais, c'est les messieurs qui était le pénétrant. Et nous, on était la pénétrée. Fait qu'on recevait. Fait qu'on reçoit l'information, on reçoit tout ça. Donc, on est tout le temps en mode élève un peu. Quand tu sais pas par rapport à quel point que tu as le droit de t'exprimer dans ce que tu veux, puis ce que tu aimes, puis c'est quoi tes limites. T'sais? Parce qu'on nous a mis en mode élève rapidement en tant que femme. Puis en plus, quand tu as un médecin qui est supposé d'avoir toutes les connaissances possibles, parce que c'est ça qu'on a fait socialement, on a mis tous les médecins sur un piédestal. Et oui, il y a une raison quand même que tu fais, OK, c'est des gens qui ont assez de connaissances pour sauver des vies. Fait que, tu sais, quand même, je comprends que, tu sais, comme tu as une expertise que je reconnais, mais des fois, par rapport à son propre corps, je pense que le bon médecin sait aussi qu'il est en mode apprentissage de la personne qui est devant lui. C'est que, tu sais, il y a deux... Le bon médecin. Ouais, le bon médecin. Il y a deux trucs. C'est que, oui, il y a le médecin, mais un médecin, ça traite des symptômes. Puis à la fin de la journée, c'est toi qui portes les symptômes, c'est toi qui les ressens. Des fois, les symptômes, lui, le médecin, il va pas pouvoir nécessairement les voir. Non, effectivement. Non, ça, c'est des signes cliniques. Quand il peut les voir, c'est des signes. C'est ça la différence entre les symptômes. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'en voyant pas ces signes cliniques-là, ben le problème, c'est que ils sont pas portés à croire des signes cliniques, souvent. Des symptômes. Des symptômes. Des symptômes, des symptômes. Des signes cliniques, s'il n'y en a pas de exactement. signes cliniques. C'est ça, exactement. S'il n'y a pas de signe, s'il n'y a pas de signe, lui, il traite des symptômes. S'il ne voit pas, il est comme... non, ça va passer, prendre du Tylenol. Tu sais, je veux dire, souvent, il y a un gros problème qui se passe en santé où est-ce qu'on minimise la douleur que les femmes ont. Exactement. Encore plus. On la banalise même. Oui, encore plus que ça des hommes. Ben, ça des hommes, on la minimise pas parce qu'on y va juste pas. C'est peut-être ça qu'ils se disent. Ils se disent, il y en a tellement pas qui viennent puis qui osent dire que ça fait mal que quand j'en ai un qui me dit que ça fait mal, moi le croire. Mais les madames, ils viennent toutes. Fait que. Tu sais, sont plus bienveillants. Tu sais, vous êtes plus allumés, mettons, là-dessus que les hommes d'y aller. Fait qu'ils font comme genre, sûrement qu'elle exagère. Ouais, mais demander de l'aide, ça fait pas partie d'un gros X dans notre vie, là. Vous autres, demandez de l'aide pendant longtemps. Hein? Non, encore à ce jour, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça qui est tough à se battre avec. T'as un médecin qui est formé, somme toute, mais là, il croit pas tes symptômes parce que, oui, l'endométriose, on a entendu des histoires d'horreur. L'endométriose, c'est une affaire que... Ils s'évanouissent à l'urgence parce que 3 semaines avant, ils étaient chez le médecin puis que le médecin, il a comme fait, tu sais, comme prends des Tylenol, c'est normal, t'as mal pendant tes règles. Puis que là, ils s'évanouissent au bout de leur sang parce que ça fait un mois qu'ils saignent, ils sont dans la, tu sais. Fait que, tout ce qui est par rapport à la fourche, là, que ce soit par rapport à la ménopause, que ce soit par rapport au début de sexuel, que ce soit par rapport aux règles, on dirait que le corps médical s'est peu intéressé
Tu sais, comme on l'a dit, je sais pas trop combien de fois, un clitoris, ça brisait pas dans la tête du monde. Ça servait au plaisir. Fait que pourquoi qu'on l'étudierait? Un clitoris, ça a été long avant qu'il fasse partie un clitoris, c'est arrivé dans les livres en 94. Genre, au complet, là. Les branches, les tubes. Interne, externe. Exactement. Fait que tu dis, ben pourquoi qu'il en parlait pas? Puis le monde disait, ben ça brise pas. Comme, ben visiblement, ça peut briser. Ça nous parle d'une Quoi? Clitorodynie. Clitorodynie. Clitoridynie. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, imagine-toi, si on n'a même pas la représentation au complet, puis qu'on dit que ça brise jamais, ben, bonne chance après ça pour que quelqu'un allume. Ben, en 94, c'était pas la représentation complète, c'est vraiment juste le capuchon. Oui, c'est ça. La représentation complète, c'est arrivé genre. Non, le capuchon est arrivé avant 94. Là. C'est en 94 ou 98 que tu as vu les branches. Dans les livres médicaux. Les livres médicaux, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ma bad. Exactement. Je me souviens même plus de où qu'on est parti par rapport à ça. Oui, fait que c'est ça. Avec le corps médical, ça se peut qu'il soit désemparé, ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse pour toi, ça se peut qu'il y ait des mauvais conseils ou des mauvaises références ou qui fait fi de ton problème parce qu'il ne sait pas comment t'enligner, fait qu'il va faire comme si c'était pas un problème. Et il va dire c'est dans ta tête. Bon, c'est ça. Fait que là, on arrive à c'est dans ta tête. Est-ce que les douleurs vaginales, vulvaires, ce n'est que la tête qui les provoque? Tu sais, dans le sens, est-ce qu'il y en a qui disent oui, mais une fois que tu as réglé ce qu'il y a dans ta tête, tu n'en auras plus de problème? Ou est-ce que, tu sais, c'est comment qu'on fait? Parce qu'il y a des gens qui se font dire ça, c'est sûr. Là. Ouais. Oui, en fait. Même par leur chum. Oui, la majeure partie des personnes ayant des organes génitaux qui ont des douleurs génitales chroniques et sexuelles chroniques se font dire à un moment ou à un autre que c'est dans leur tête. Et oui, ça m'est arrivé à moi aussi, puis je trouve ça vraiment désolant parce que on peut interpréter ça aussi de plusieurs manières. Ça peut être justement, je suis à bout de mes ressources, je sais plus quoi te dire, j'ai pas de réponse pour toi. Donc, mon ego est trop gros pour que je puisse te l'avouer. Et c'est dans ta tête. Okay. Oui, la personne qui veut aider, à un moment donné, quand elle a l'impression qu'elle a tout fait, elle pense que, regarde, je peux plus rien faire pour toi, fait que ça doit être dans ta tête. Ou, c'est impossible. Je veux pas te le dire. Ça doit être dans ta tête. C'est impossible que je sache pas c'est quoi si je suis un médecin. Non. Fait que c'est dans ta tête. Ouais, effectivement. La personne qui est supposée t'aider, le docteur, la docteur, peu importe, est docteur, avec le gros titre. C'est impossible que je sache pas de quoi que je parle. Je sais de quoi que je parle, mais là, je le sais pas. C'est dans ta tête. C'est ça l'équation. C'est. Ouais. Mais il faut vérifier les deux. Hein? Il faut quand même vérifier les deux. Je veux dire, la douleur, elle est vraie, elle existe. Oui. Mais je veux dire, la tête est en partie un élément déclencheur. Dans le sens qu'il faut que tu travailles les deux. Fait que, tu sais, si les deux sont. S'il faut que tu travailles ta tête et ton. Oui, mais c'est pas le même que c'est dans ta tête. Non, je sais, tu l'as pas imaginé ta douleur. Il y a un c'est dans ta tête que ta gueule. Ouais. Tu comprends? Je veux dire, il y a un c'est dans ta tête que c'est pas genre il faut que tu travailles au niveau psychologique, ce qui fait en sorte que tu as une répression, qui fait en sorte que ça exerce cette pression-là sur ton corps. Il y a ce c'est dans ta tête-là, puis il y a l'autre c'est dans ta tête que t'es une hostie de folle. Le jugement. Tu comprends? Le jugement. C'est pas le même c'est dans ta tête. Là. Parce qu'il dit, non, c'est vrai que ce qu'il y a dans ta tête, c'est pas celui-là. Je comprends. C'est pas celui-là. I get it. Je comprends. Il y a le dans ta tête, c'est ton problème est juste dans ta tête, tu inventes des affaires. Puis il y a le c'est dans ta tête, c'est peut-être que ta tête active ou entretient ce problème-là. Il faudrait que tu ailles travailler ce qu'il y a dans ta tête. C'est deux affaires différentes. Ça participe. Mais comme je disais tantôt, le corps n'oublie rien. Il suffit pas de juste travailler l'aspect cognitif. Le corps n'oublie rien. Faut travailler l'élément déclencheur. Il faut y mettre des nouveaux souvenirs. Des nouvelles expériences. Oui. Justement, ça, c'est une chose qui peut être recommandée. Par exemple, avoir des rapports sexuels, puis arrêter quand tu sens que la douleur, elle est à 5 sur 10. Arrête. Parce que surtout lors de dyspareunie ou de vestibulodynie, la sensation de brûlure risque d'augmenter si tu continues. Ouais. Donc ça, c'est une des stratégies que j'ai utilisées moi-même, d'arrêter avant que ça fasse trop mal. Puis les physios aussi suggèrent ça. C'est ce qu'ils suggèrent. Oui, exactement. Fait que ça peut défaire tranquillement
l'espèce de chemin neuronal qui est tout le temps emprunté puis qui associe le vagin, le sexe à juste de la douleur. Ouais. Terminer par un peu plus de plaisir, plus de légèreté, ça peut aider. Oui, puis parce que j'imagine à un moment donné que ton corps, quand il réagit d'une certaine façon, mettons, justement, il y a une douleur à la pénétration qui est 5 sur 10, si tu arrêtes, mettons qu'on prend comme si ton corps était une bébête à part, il va faire « Ah, fait que j'ai pas besoin de crier si fort que ça. Avant qu'elle m'écoute. Je peux, tu sais, comme donner un petit signe quand ça fait mal, puis elle va m'écouter. » Fait que les prochaines fois, tu sais, comme à un moment donné, j'imagine que le muscle ou ton corps fait confiance à la personne qui répond au muscle, tu sais. Ouais. Je sais que c'est weird, là, parce qu'on dirait qu'on est détaché, mais de la façon que j'essaie de le voir, c'est que, tu sais, moi, j'essaie de rentrer quelque chose, la personne a fait « Ouais, non, merci », puis tu fais « Ah, OK, c'est beau, pas de problème ». Versus comme, tu essaies de rentrer quelque chose, puis la personne a fait « Ouais, non, merci », t'es comme « Moi, mais un peu, là, ce sera pas dur, on va continuer un peu ». Là, « Ouais, mais non, c'est parce que c'est vraiment pas le fun ». « Ouais, mais là, Caroline, un petit peu, c'est pas grave, tu sais ». Puis là, fait que finalement, à un moment donné, l'autre, il fait « Moi, je peux me rendre jusqu'à gueuler, là, avant que ça se passe, là ». Fait que je me dis que le corps, il dit « Faut-tu que je me rende jusqu'à gueuler parce que c'est vraiment pas le fun, là ». Fait que, tu sais, comme l'autre, il... Fait que, en tout cas, je trouve ça intéressant de voir que faut que tu reprogrammes ton muscle pour y faire voir que t'es pas un danger. Tu comprends? Oui. Puis j'aimerais ça qu'au Québec, on puisse aussi plus utiliser la neuroplasticité. C'est quoi ça? Donc, le cerveau est plastique. On en parle beaucoup, beaucoup aux États-Unis, un peu aussi en Europe. Le cerveau est plastique. Le cerveau est plastique dans le sens que c'est pas du c'est plastique, surtout c'est quoi? utile dans les douleurs chroniques. Je vais expliquer. Dans le fond, on peut changer nos chemins neuronaux selon certaines expériences. Justement, tu parlais de reprogrammation par de la reprogrammation. Moi, je peux pas faire ça. Je suis pas psychothérapeute. Je suis pas neuroscientifique. Mais comme les PTSD, mettons. Ben justement, moi, j'ai eu... C'est fun, on parle beaucoup de moi, là, mais j'ai eu un PTSD à la suite d'une des agressions sexuelles que j'ai vécues en 2015. Puis... j'ai eu ce diagnostic-là en 2016. Ouais. Parce que, bon, c'est la période des fêtes, là, fait que ça a pris un peu de temps. Quand même. Puis, récemment, j'ai eu de la thérapie EMDR, qui est vraiment réputée pour être super bonne pour traiter les PTSD. Ouais. C'est quoi en français? On dit un TSPT, trouble de stress post-traumatique. Oui, c'est ça, exact. Donc, ce qui arrive parfois, justement, après une agression sexuelle. Oui, c'est ça. Puis, je tiens à préciser qu'un TSPT, ce n'est pas un traumatisme, ce n'est pas lié à un événement. C'est lié à la réponse qu'on a vis-à-vis de cet événement. Oui. Okay? C'est pour ça que tout le monde qui revient de la guerre n'a pas un PTSD. Là. Non. Okay? Moi, je l'ai déjà compté. J'ai une petite fille qui est rendue adulte aujourd'hui, mais que dans son école primaire, il y a un monsieur qui était rentré dans les toilettes des petites filles, puis elle était en dehors de son couple, elle était allée aux toilettes, elle demandait d'aller aux toilettes. Puis le monsieur, quand elle est sortie de la cabine de toilette, il a fait « Tu laves pas tes mains? » Puis elle a fait « Ah ben oui. » Tu fais que là, elle a lavé ses mains, puis lui, il s'est mis à genoux, puis il a pressé son pénis sur elle, tu sais. Puis elle a gueulé, puis il est parti en courant. Puis là, ils ont appelé les parents de cette petite-là. Puis quand les parents de cette petite-là sont arrivés complètement désemparés à dire « Oh mon Dieu, mon enfant va avoir, tu sais, comme un traumatisme, ça va être l'enfer d'un an », elle est arrivée, puis elle a fait « Maman, tu sais pas ce qui est arrivé. Il y a un monsieur, il est rentré, il a fait ça, j'ai crié, j'ai fait ce que t'avais dit, il est parti, j'étais bonne, hein, maman, j'étais bonne. » Oh, wow. Puis là, tu fais comme... Là, ils ont fait, OK, mais on peut pas gérer ça comme on gère. Non. Tu sais, comme de la même façon, là. Fait que là, c'était comme... Bravo! Mais c'est weird, parce que tu sais pas comment... Mais elle a pas le même genre de PTSD. Peut-être qu'à un moment donné, ça va kicker in, va faire « What the fuck? » Tu sais, comme... Parce que, mais... Ou sûrement que non. Elle l'a juste pas vécu comme ça. C'est ça. Ça sera peut-être pas en choc post-traumatique, mais des fois, ça peut être une hypervigilance le corps va qui se développe. Tu sais, il va se passer quelque chose. Tu sais, comme... 100%. Fait que, mais tu sais, je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est pas l'événement que tu vis, c'est la réponse que tu as donnée à l'événement. La réaction, oui. Puis cette réaction-là, elle n'est pas volontaire. Tu sais, tu la contrôles pas. Tu sais, dans le sens qu'on peut pas mettre le blâme sur quelqu'un qui a réagi d'une façon versus une autre personne qui a réagi d'une autre façon. Toi, tu as réagi de cette façon-là. Ton corps, c'est ça il a décidé de faire au moment. C'est comme ça que tu l'as absorbé. Ben, on travaille avec ça. On blâme pas, peu importe comment j'imagine que le monde absorbe leurs affaires, là. Non. Puis moi, j'ai été blâmée pour cette agression sexuelle-là. C'est arrivé le 23 décembre 2015. Puis j'ai essayé d'en parler à des amis, mon entourage. Puis comme je me suis fait blâmer, j'avais un autre chum à l'époque. Puis
lui, il a perçu ça comme une trahison, comme si je l'avais trompé alors que j'avais été agressée. Fait qu'il y a personne qui était de mon bord et je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute Ouais, tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler. Ça a fait plus mal que l'agression sexuelle, je vous le jure. Ça a été plus traumatisant pour moi. Ouais. D'avoir osé te confier puis d'être reçu comme de la marde. Oui, d'avoir été invalidée, blâmée. Vraiment, ouais. Ouais. Fait que ça l'a développé le choc post-traumatique. Non, c'est l'agression aussi en tant que telle. Je pense que oui, ça se peut que ce soit un mix de tout ça, là, mais j'avais des cauchemars, j'avais arrêté de manger pendant 3 jours. Ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça que on dit il faut travailler avec la tête puis avec le corps, parce que la tête n'oublie pas puis le corps non plus. Fait que toi, tu as décidé de faire ça toute seule, mais quand tu accompagnes les gens, tu leur mets une équipe. Pas tu leur mets une équipe, mais tu leur conseilles une équipe pour travailler. Oui. Ouais. Mais ce que je fais justement par rapport à la gestion du stress, parlant de corps, tu voulais savoir un peu ce que je faisais par rapport à ça. J'offre un exercice de stimulation du nerf vague. Fait que moi, j'ai comme une boîte à outils sur mon Google Drive que je donne accès lors de l'accompagnement là, de 8 rencontres que j'offre. Oui. Puis, dans le fond, elles peuvent faire ce type de respiration-là pour stimuler leur nerf vague. Bien sûr, il y a d'autres exercices pour stimuler le nerf vague, qui est d'ailleurs le plus long nerf crânien. Il part du cerveau jusqu'à nos viscères. Il y a même une branche qui va à nos organes génitaux. Okay? Donc, c'est très long. Fait que l'idée, c'est de travailler un des plus gros nerfs qui peut répondre à du stress. Qui peut changer la réponse à notre stress. Le stimuler, ça le rend, on appelle ça aussi le tonus vagal. Donc, tu sais, les personnes qui font des chocs, durant, oui, c'est ça. Tu sais, il y en a durant le sexe, justement, qui perdent conscience. Soudain, c'est une syncope, en fait. On appelle ça une syncope. C'est comme un choc vagal. Un choc vagal, une syncope. Oui, c'est ça. C'est déjà arrivé, du monde qui perd connaissance pendant? Pas je savais même pas. Mais tant mieux, là, je veux dire, comme j'apprends des affaires, mais je ne savais pas que, tu sais, à part, mettons, comme le classique dans les films un peu comiques du monsieur qui fait l'arrêt cardiaque pendant. Là. Ouais, non, c'est autre chose. Comme tomber dans les pommes pendant. Un choc vagal, essentiellement, ou une syncope, comme tu le dis, là, c'est vraiment juste que ta pression, elle augmente. Puis ton corps fait comme... un reboot. C'est trop haut. Il n'est pas capable de handle it. C'est trop haut. Fait qu'il fait juste une chute, puis il drop tout. C'est ça, mais ça se travaille, cette réponse vagale-là. Ça se tonifie, le nerf vague. Mais tu veux qu'il soit tonifié pour mieux répondre? Oui. Parce qu'il me semble que plus tu tonifies, puis plus tu jammes, puis plus c'est le fun. Non, c'est pas tonifié dans ce sens-là. Non, OK. C'est d'améliorer sa réaction face au stress. OK. Puis, fait que le guider dans... Avoir beaucoup de plaisir, ça peut être, un moment donné, pour le corps, un stress physique. Comme les gens qui perdent de pression dans un roller coaster, là. Ah oui! They yell, they go down. Oui. À répétition. C'est pas correct, mais c'est toujours drôle à voir sur une vidéo. C'est toujours drôle. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais c'est un peu... puis là, c'est bizarre d'amener ça, puis c'est pas du tout dans ta palette musicale, là. Mais Céline qui vit le syndrome de la personne dure. Ouais. Là. J'écoute beaucoup de choses, là, mais... Non, mais j'ai vu son documentaire. Mais c'est ça, fait que ça a-tu rapport avec les nerfs, ça? Parce que le gars, il disait, t'as vécu trop de joie aujourd'hui. Puis ça a déclenché une crise du tonnerre. Puis j'étais comme, mon Dieu, elle peut même plus avoir de la joie. C'est comme, c'est intense, ça, là. Fait que j'imagine que tout ça, c'est un peu relié. C'est du neurologique, là. Oui, c'est ça. Je peux pas dire, mais oui, c'est neurologique, là. On parle pour parler, là. Je trouve ça quand même super intriguant. Fait que tu conseilles aux dames de venir te voir, j'en déduis? Hein? Oui, puis c'est du cas par cas. Mon approche, quand même, elle reste globale. Puis vraiment, moi, la particularité, c'est que mes services sont personnalisés. Fait que c'est pas parce que 2 personnes ont la vestibulodynie que je vais leur donner le même plan d'intervention. Là. Non, c'est pas la même. Ils n'ont pas la même raison. Le contexte est différent. Exactement. Oh. Oui, elles ont des douleurs, toutes les deux, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Et je tiens ça en compte. Je tiens aussi en compte leur environnement, leur relation amoureuse dans laquelle elles sont, ou si elles ne sont pas dans une relation amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Parce que des fois, tu peux partir de loin. Là. Mettons que, je sais pas, moi j'ai travaillé auprès des femmes victimes de violences conjugales pendant longtemps. Okay. Puis si la femme victime de violences conjugales, elle vient te voir pour essayer de régler ça, mais qu'elle reste en couple, dans un couple qui est violent, tu fais comme...
on a d'autres choses à prendre en considération avant ça. C'est sûr, là. L'amour de soi, notamment. C'est ça, l'amour de soi, l'affirmation de soi, l'affirmation de ses limites, qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, comme vraiment que la personne va avoir de plus en plus envie de ne pas être dans cette situation-là. Puis après ça, tu peux travailler autre chose, là, tu sais. Fait que je comprends que ton background, ton bac en sexologie va chercher plusieurs... Tu vas chercher plusieurs de tes aptitudes pour être capable de travailler avec ces gens-là pour te rendre à la douleur. Bien, des aptitudes en relation d'aide. Je tiens à préciser qu'au baccalauréat en sexologie à l'UQAM, on n'apprend presque rien sur les douleurs sexuelles. Non, exact. J'ai tout appris sur le tas. J'ai fait mes travaux là-dessus, le plus que je pouvais. Et c'est parce que j'ai lu beaucoup d'études scientifiques pour mes travaux que j'en ai... Je ne sais pas quand est-ce que tu as gradué. Moi, j'ai gradué 2022. Fait que c'est récent quand même. Oh mon Dieu, OK. Tu vois, moi, j'ai fini en 2001. Fait que tu comprends que je sais que moi, je peux plus parler du bac parce que je sais qu'il a été réformé depuis ce temps-là. Ouais. Oui. Mais j'ai eu aucune notion sur les douleurs sexuelles. Aucune. Bien, je comprends. À part peut-être qu'ils nous ont parlé de la vaginite, là. Mais, OK. Mais pas de la vaginite, mais le vaginisme. Mais pour avoir travaillé après ça auprès des femmes victimes de violences conjugales, ben là, il y a des cloches. À un moment donné, tu faisais comme, ouais, OK, t'as peur. Puis, tu sais, là, j'ai eu quelques informations par rapport à ça. Mais moi, c'était pas mon champ de compétences. Fait que, tu sais, fait que techniquement, les femmes ou les hommes qui travaillent en rééducation périnéale et toi, il n'y a pas 20 millions de spécialistes. Non. En fait, c'est très rare une bachelière en sexologie qui est experte en douleurs sexuelles au Québec. Moi, j'en connais comme quasiment pas. Là. J'en ai peut-être une en tête, là. Mais écoute... des fois, ils vont le mettre dans leurs expertises, mais c'est pas nécessairement leur champ d'expertise premier. C'est ça. Puis ça, on essaie de me décourager par rapport à ça. Moi, je me rappelle un chargé de cours qui m'a dit, ben tu sais, Catherine, il y a d'autres sujets à explorer. Déjà, moi, je le regarde. Wow. Je m'en vais, je me retourne à ma place. Moi, je savais où je m'en allais, là. Oui, c'est ça. Il y a d'autres sujets à explorer. Ma trace, oui. Mon chemin était tracé. Exactement. Là. Puis aussi, il avait essayé de me décourager en me disant, moi, tu ne seras pas capable de faire juste la relation d'aide avec les douleurs sexuelles. Il va falloir que tu sois psychothérapeute, là. Tu vas trop vouloir aider. Je me suis sortie de l'idée de faire partie de l'ordre pour pouvoir justement exercer comme je le voulais, sans certaines contraintes qui m'auraient empêché d'aider ces femmes-là comme je le pense qu'elles ont besoin d'être aidées finalement. Je comprends. Donc, avec l'expertise, avec le vécu, avec le background en relation d'aide, toi, tu peux prendre... je ne sais pas dire en consultation. Je ne sais même pas si on appelle ça de la consultation quand c'est de la relation d'aide. Je pense que oui. Tu peux prendre en consultation des femmes. Tu as même un groupe privé pour que les femmes puissent se retrouver entre elles. Fait que là, c'est un classique de l'intervention, de l'intervention de groupe, je veux dire, comme c'est toujours efficace. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? On va le dire tout de suite, puis après ça, on va tomber dans le segment de la boîte à cul, si tu le veux bien. Oui, d'accord. Fait que où est-ce qu'on peut te rejoindre? Tu peux nous dire le réseau social que tu aimes le mieux travailler avec, mettons? Facebook. Oui, là, j'ai un petit peu délaissé temporairement Instagram et TikTok, mais on pourra mettre mes liens aussi si les gens veulent me voir plus en vidéo. Là. Ma page Facebook pour me contacter. Oui. Mais si vous vivez avec des douleurs sexuelles chroniques et vous voulez joindre mon groupe, c'est la meilleure place parce que c'est là où je l'entretiens plus de contenu exclusif. Là. Puis ils vont en apprendre aussi en même temps avant de dire est-ce que je consulte ou pas. Oui, puis je parle de la neuroplasticité, le rapport avec les douleurs chroniques. Des fois, dans le cheminement, il faut que tu passes par là avant de dire je vais faire le saut puis je vais appeler pour me faire aider. Des fois, tu veux avoir l'information puis voir qu'est-ce que tu peux faire cheminer dans ta propre tête avant de mettre quelqu'un d'autre. Puis j'offre une rencontre gratuite d'environ 1 heure si la personne veut voir si on a un bon contact, si je suis la bonne personne pour l'aider, je pose les bonnes questions. Donc, les sexologues n'offrent pas un service comme ça gratuit d'1 heure. Là. Je comprends. Mais non, souvent, mais il n'est pas gratuit. Ils le font, ils savent qu'il faut qu'il y ait un fit, ils expliquent que ça, mais effectivement, c'est pas gratuit. La boîte à cul est juste à côté de toi, Madame Catherine. Tu fais juste rouler, tu prends la pochette que tu veux. Ce sont des pochettes au hasard. La boîte à cul est un segment de Eros et compagnie. Vous pouvez juste aller sur le site internet de Eros, utiliser le code promo FALLOP15, FALLOPES15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site. Alors voilà. Tu peux l'ouvrir, puis il y a une carte habituellement dedans qui explique
À quoi on a affaire? Voilà. Juste une petite dernière question avant qu'on passe à ça. Si, mettons, le partenaire est impliqué, puis, tu sais, comme il comprend, mettons, que sa partenaire a de la douleur, puis tout le kit, est-ce qu'il peut faire partie de la démarche? Est-ce que des fois, les couples viennent ensemble ou tu travailles juste avec la femme? Moi, je travaille juste en individuel. Okay. Par contre, il m'est arrivé de créer des outils pour leurs conjoints qu'elles pouvaient leur partager par la suite. Bon, OK. Oui. Pour qu'ils soient un peu... Au moins. Au courant. Au courant de ce qui se passe. Ah ben oui, c'est ça, je comprends. OK, parfait. Puis juste une petite précision aussi, on parlait de mes études. J'ai pas seulement un bac en sexo, j'ai aussi un autre bac par cumul de 3 certificats, dont un en psychologie aussi. Fait que ça rajoute un petit peu de juice à mon background. Je comprends. Dont un certificat en histoire viking. Ah, OK, bon. Ça serait le fun. Ça serait intéressant. Oui, ça serait intéressant. Mais je pense qu'il y en a un pour vrai à l'UQAM. Mythologie scandinave, quelque chose de même. Ah, peut-être, oui. Même pas. Tu nous lis le petit carton si tu veux bien? Oui, Dynamique. Eros et compagnie vous présente le Dynamique, un vibrateur tout en un, pulsion, mouvement, vibration. Atteignez le 7e ciel, moi tu y arriver. Découvrez-le dès maintenant. OK, fait que là, c'est un jouet qui stimule tout, qu'on ne conseille pas au départ. Non, c'est ça. Ça a l'air big. Oui, c'est pas un bijou, ça, là. Ouais, c'est genre... Ouais. Ben, peut-être qu'il y a 3 tiges. Porte dans l'arrière, clitoris. Ah oui? Peut-être. Moi, je pense que c'est comme court. Ouais, c'est dynamique. C'est dynamique. C'est très dynamique. Le chargeur, bien sûr. Voilà. Ah, oui, bon, non, il y a juste... Ça, c'est de couleur. Ben oui, ça match avec ton chandail. C'était dans les astres, tout ça. Mais j'avoue qu'il look, parce que j'en ai vu dans des couleurs que des fois, j'étais comme, hey, on est loin de la discrétion. Mais il look, il est vraiment beau, puis il est pre-charged. Fait que si tu le pousses assez longtemps, à un moment donné, tu vas le sentir partir. On va pouvoir... Pas d'ongles. Donc, mettons la personne là, qui dit je vais essayer d'auto-trouver des solutions. C'est pas le genre d'affaire que tu y conseillerais au début, là. Pas du tout. Ouais, non, parce que les autres, ils disent mon Dieu, tu sais, comme je vais le faire toute seule, fait qu'au moins je vais avoir le contrôle. Mais tu sais, si tu dis que tu peux être surstimuler du clitoris et causer des dommages au lieu de quelque chose. Fait qu'il faut quand même être accompagné là-dedans. Là. Oui, puis tu sais, l'utilisation des stimulateurs clitoridiens avec parcimonie quand même chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, que ce soit de la fibromyalgie ou autre, parce que souvent, il y a une hypersensibilisation du système nerveux. Donc, toutes les terminaisons nerveuses, tous les nerfs sont vraiment hypersensibles. Puis tu sais, j'ai moi-même ça, pas la fibro, mais j'ai comme une forme précurseur de la fibro. Fait que si je veux pas me rendre là, il faut quand même que je fasse attention à mon système nerveux puis que je le régule. J'aurais jamais pensé à ça. C'est super intéressant. Fait que donc, déjà, si tu as une condition qui affecte tes nerfs, parcimonie quand on arrive dans ce qui vibre et qui est surstimulant. Oui. Parce que les personnes qui ont la fibromyalgie peuvent également aussi souffrir là, de douleurs c'est super sexuelles. Intéressant. Merci, Catherine. Merci à vous. Goulet. Je m'en allais... J'ai tendance à scraper, non, c'est historique. Merci, Catherine Goulet, d'être venue nous voir. Félicitations pour le parcours. Je connais pas aucun autre professionnel au Québec qui a ce parcours-là. Merci. Je pense que tu peux être une grande aide auprès des femmes qui vivent des difficultés pour se réapproprier leur corps, premièrement, puis en plus, vivre une sexualité qui est pleinement apaisante et agréable. Je pense que tout le monde devrait y avoir droit, là, s'ils la veulent, en tout cas. Merci, exactement. Mes clientes apprécient que mon parcours, justement, vient bonifier le tout. Là. Bon, ben tant mieux. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Bye-bye. Bye.